et je l'enverrai. Ok, parfait. Bon, eh bien écoutez, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre. Merci donc à tous les deux d'être présents et à tous ceux qui regardent qui regarderont en replay cet atelier. On va démarrer par une petite présentation. Je vais vous dire qui je suis. Donc, je m'appelle Franck et je suis consultant et formateur en storytelling. J'ai créé mon entreprise, Story Canva, et j'accompagne les entrepreneurs. Bon, c'est nul, ça, non, comme démarrage, hein. C'est un peu mou, non? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai, quand on y réfléchit, on fait tous ça, hein. Bonjour, je m'appelle machin, je fais bidule. Et en fait, on se rend compte que ouais, c'est pas idéal, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour capter l'attention des gens. Alors, on va rembobiner. En fait, je vais vous parler d'autres trucs. On va laisser tomber ça et je vais plutôt vous parler de quelque chose que j'ai fait cet été. Cet été, j'ai décidé que j'allais refaire un peu la terrasse devant. Et donc, je me suis dit, je vais faire des pots de fleurs, vous savez, les pots avec les claustras derrière pour fermer. Je me trouvais que ça ferait joli. Mais je me suis dit, les pots, tu ne vas pas les acheter tout près. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Quand on achète des pots tout près, tu fais un hiver, il pleut, et hop, c'est pourri, ça ne ressemble plus à rien. Donc, je me suis dit, on va les fabriquer. Comme ça, j'aurai de la meilleure qualité. Sauf que, bon, moi, je ne suis pas le roi du bricolage, vous voyez, je ne suis pas MacGyver. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, on se lance un défi, on y va. Donc, me voilà rendu chez Castorama. Je vais chez Casto, je vais voir le vendeur, et là, le gars me dit, pour ce que vous voulez faire, il vous faut des lames de terrasse. C'est solide, ça va durer longtemps, etc. Et il vous faut du Douglas. Parce que le Douglas, c'est du pin du Canada, c'est traité, c'est génial. Je dis, ouais, ok, vous allez voir, il y a une belle couleur orangée, c'est super joli et tout. Ouais, bon, d'accord, ok. Je vais voir le bazar. Le pain Douglas, c'est pas donné quand même. Mais bon, c'est du Douglas. Donc, je prends mes lames de terrasse. Je rentre à la maison, je prends mon meilleur marteau et il me manque les clous. Et oui. Alors, du coup, je vais dans l'atelier, parce qu'on a tous, dans l'atelier ou dans le garage, vous savez, la vieille boîte en fer dans laquelle il y a les clous dedans, plus tous les trucs qui te restent des meubles Ikea que tu as montés, que tu ne sais jamais quoi faire. Il reste toujours tout un tas de trucs et tu fous tout ça dans la même boîte en te disant, on ne sait jamais, ça peut servir. Et donc, dans cette boîte, il y a ça, plus les clous. Je sors les clous. Et bon, les clous, évidemment, ils ne sont plus de première jeunesse, quoi. Il y en a qui sont un peu tordus, un peu rouillés. Bref, du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne chez Casto puis je vais rechercher des clous qui sont en bon état. Alors, vous allez me dire, peut-être, mais où est-ce qu'il veut en venir avec son histoire de pot de fleurs, de clous, de marteaux, de planches de bois? Eh bien, en fait, vous allez voir qu'il y a quand même une morale. Les gens que j'accompagne, en général, ils viennent toujours avec une question précise parmi deux. Il y a des gens qui viennent et qui me disent, Franck, c'est quoi le meilleur format pour publier? La vidéo, le podcast, l'article de blog? Et moi, je leur dis, tu sais, ça dépend. Parce qu'un format, il n'y a pas de format qui soit meilleur qu'un autre. C'est qu'un outil, finalement. C'est qu'un marteau. Et puis, il y en a d'autres qui viennent me voir et qui me disent, Franck, c'est quoi le meilleur média social sur lequel publier? C'est TikTok, non? TikTok, c'est the place to be aujourd'hui. Il faut y être sur TikTok. Et moi, je leur dis, mais tu sais, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, ce sont des médias sociaux, c'est qu'un support, c'est qu'une planche de bois. Mais c'est marrant parce qu'il n'y en a aucun qui vient me parler du clou. Et le clou, c'est quoi? Eh bien, c'est le message. Parce que peu importe le marteau ou la planche, si le clou n'est pas aiguisé, tu ne le rentreras jamais dans la plage de bois. Eh bien, c'est la même chose en communication. Peu importe le canal que tu utilises, peu importe le format, si ton message n'est pas affûté, aiguisé, tu n'obtiendras jamais ce que tu es venu chercher. Eh bien, mon métier, c'est aiguiseur de clous. Ok. Donc, là, en fait, ce que je vous ai fait, ça pourrait être un pitch, par exemple. Un peu long pour un pitch. On a fait 3-4 minutes, là, c'est un peu long. Mais en fait, ce que je viens de faire là, c'est que je viens d'utiliser le storytelling pour faire passer un message. En vous racontant une histoire, je fais une connexion entre ce que je veux faire passer et l'idée que vous pouvez vous en faire. Alors,
le storytelling, ça existe depuis très très longtemps, c'est un terme anglais, mais si on traduisait ça en français, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle raconter une histoire. Et moi je dis c'est l'art de raconter une histoire. Et je dis bien l'art, parce que c'est comme la musique, c'est comme la sculpture, c'est comme le dessin. Franck, toi tu dessines, j'espère toujours. Oui, un petit peu. Et bien, raconter une histoire, c'est aussi une forme d'art. Et en fait, ça fait penser, vous savez, à c'est comme une blague. Quand vous racontez une blague, je ne sais pas si vous le faites, mais tous les deux, mais effectivement, il y a des gens, ils disent ah ouais, les blagues, c'est pas trop mon truc, je ne sais pas les raconter. Hein, c'est genre, tu es dans ta voiture, tu vas au boulot, tu as allumé la radio, puis tu entends une blague, tu dis ah ouais, pas mal, c'est sympa, je vais la raconter, arriver au taf. Tu arrives au boulot, tout le monde est à la salle de pause, ils boivent le café. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu es sorti? Non, il y a la belle-mère qui a débarqué. Oh, catastrophe, machin. Et toi, tu attends, ça se calme, et puis tout d'un coup, il n'y a plus personne qui parle, et pof, là, tu dis, j'ai une ouverture, j'y vais. Tu balances ta blague. Sauf que tu as oublié la moitié des trucs, tu as précipité la chute, bref, personne n'a rien compris, et personne ne rigole, et tu fais un vide. Et tu te dis, c'est fini, les blagues, j'en raconterai plus, je remets le CD de Georges Moustaki, c'est fini, terminé, ou Cabrel, ou ce que tu veux, et tu te dis, c'est fini, les blagues, c'est pas pour moi. Alors, je ne voudrais pas que vous croyiez ça, parce qu'on peut tous raconter. Raconter, ça fait partie de nous. Parce que même si, comme dit Gad Elmaleh dans sa blague avec le blond, il y a des mecs qui savent faire et des mecs qui ne savent pas, le blond, il sait raconter les blagues, il va mettre les formes, les gestes, etc. Mais je trouve que ça renvoie à l'idée qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Or, on peut tous raconter, pour la bonne et simple raison qu'on est tous câblés pour ça. On est câblés pour les histoires. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. La première tentative de storytelling, pour moi, c'est la grotte de Lascaux. Sur les murs de la grotte de Lascaux, on a retrouvé une peinture rupestre qui racontait la première histoire de l'humanité. Ouais. Il y avait une histoire de tribu, une histoire d'éléphant, de mammouth, c'était le combat, machin. Alors, comme je dis, il n'y avait pas Captain America, mais on sentait qu'il y avait du suspense déjà, il y a de la tension, hein, il y a une histoire qu'on nous raconte quand même. Bonsoir Claude. Ça va. Ah, pardon, je te pollue. Mais non, pas du tout Claude, tu ne me pollues pas. Claude. Tu viens pour un replay parce que tu l'as déjà vu en présentiel. Oui, je sais, je te pollue sonorement parlant. Mais non, il n'y a pas de problème Claude. Ça t'a tellement plu que tu viens pour le replay, c'est parfait. Ben voilà, c'est ça, je ne m'en lasse pas. Ok, super. Bon, donc je désactive. Il n'y a pas de problème, Claude. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, cette première histoire qu'on nous a racontée, eh bien, c'est l'essence même du storytelling, c'est on a laissé un message à la postérité, d'une certaine façon. C'est l'art de raconter. Et alors, bien sûr, les techniques ont évolué. C'est-à-dire qu'on est passé des peintures rupestres, on est passé aux histoires qu'on racontait au coin du feu. Vous savez, le troubadour, le barde, qui allait de village en village et qui racontait les histoires. Hein, le prince qui a couché avec qui, la princesse, machin, l'autre qui a fait la guerre à tel endroit. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, voici Paris Match n'ont rien inventé. Hein, ça existait déjà à l'époque. Hein. Et donc, l'histoire se transmettait comme ça, de bouche en oreille, bouche à oreille. Et puis après, on a eu l'imprimerie, bien sûr, l'écriture, les livres, qui ont permis de graver les histoires dans le temps, de les faire durer dans le temps. On est passé d'une tradition d'oralité à une tradition d'écriture. Puis après, on a eu, bien sûr, avec les Frères Lumière, le cinéma. Aujourd'hui, on a la 3D, la réalité virtuelle. Bref, les techniques évoluent, mais le but, c'est toujours le même. Faire passer un message. C'est ça, le storytelling. Alors, il y a même, j'ai envie de dire, ces histoires, elles sont importantes parce qu'elles nous permettent de nous identifier, de nous rassembler, de nous connecter, de nous inspirer, voire de nous transformer même. J'imagine qu'il y a certainement des livres, des films que vous avez lus ou vus et qui ont changé votre regard sur les gens, sur le monde ou sur vous-même. Donc, on se rend bien compte que même une histoire, elle est capable de nous transformer. Et moi, j'ai coutume de dire qu'il y a des petites histoires qui peuvent expliquer ou donner une autre saveur à l'histoire, avec un grand H. Et je vais vous en donner un exemple. On est le 10 avril 1912
et l'officier en second, David Blair, ne va pas partir. On l'a relevé de ses fonctions à la dernière minute, précipitamment, parce qu'on estime qu'il est trop jeune pour effectuer cette traversée. Il n'est pas assez expérimenté. Et on va lui préférer un autre officier en second, plus âgé. Parce que pour ce type de traversée, il faut quelqu'un d'expérimenté. C'est la première fois qu'on va faire une aussi grande traversée avec un aussi gros navire. Et donc, l'officier en second Blair va quitter précipitamment son poste. Et dans la précipitation, il va oublier de donner à l'officier qui va le remplacer la clé de son casier. Et vous pourriez me dire, bon, ok, c'est qu'une clé, c'est qu'un détail. Et sauf que, bien sûr, vous vous en doutez, une clé, ça ouvre quelque chose. Ça ouvre son casier. Et dans son casier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une paire de jumelles. Il faut se dire qu'on est en 1912, le sonar n'a pas été inventé. Et cette paire de jumelles, elle est destinée à la vigie. La vigie n'a pas d'autre moyen pour voir que cette paire de jumelles. Et évidemment, le fait qu'elle ne l'ait pas, 4 jours plus tard, le 14 avril 1912, ça va changer le destin de 1500 personnes, puisque le Titanic va sombrer. Puisque c'est l'histoire du Titanic que je suis en train de vous raconter. Et cette clé, justement, donc je ne l'ai pas, mais elle a été vendue aux enchères récemment, il y a une dizaine d'années, pour plus de 50 000 $, puisqu'elle a été retrouvée. Et elle a défrayé la chronique puisqu'elle a permis de refaire remonter à la surface toute cette histoire. Et on apprend que, par exemple, une des vigies a survécu au naufrage. J'ai son prénom, c'est Frédéric, mais je crois que c'est Frédéric Fletch, qui effectivement a survécu au naufrage et a dit que peut-être qu'avec la vigie, avec la paire de jumelles, ils auraient peut-être pu voir l'iceberg. Alors, on ne saura jamais, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que sans la paire de jumelles, il ne l'a pas vue. Et c'est fou de se dire que ce petit détail, cette petite histoire, peut expliquer l'histoire en elle-même. Donc, ma volonté avec cet atelier, c'est vraiment de changer votre regard sur la force des histoires pour faire passer des messages. Moi, j'y tiens beaucoup parce qu'on est dans un pays très cartésien. Les idées, les concepts, l'abstraction, ok, c'est important, mais si vous voulez être percutant et être impactant auprès des gens, alors ne sous-estimez pas le pouvoir de l'histoire. Et le storytelling est un super outil pour vous aider à faire ça. Ça va vraiment changer votre façon d'aborder les choses. Ce qui me fait penser à une autre anecdote. J'étais sur comment ça s'appelle, sur une soirée pitch à Montpellier. Alors, Claude, tu vas avoir de la redite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu connais déjà, hein, je préfère te le dire. J'étais sur cette soirée, vous savez, c'est les soirées où on pitch. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait. C'est des soirées où chacun pitch à tour de rôle devant le public, etc. Et donc, vous avez une minute pour parler. Donc, moi, j'y vais. C'est préparé ces pitchs ou c'est juste… Oui, ce sont des pitchs préparés, tout à fait. En fait, tu t'inscris à la soirée et on te demande si tu veux pitcher ou pas. Donc, soit tu viens pour être spectateur et faire du réseautage, soit tu viens et tu vas pitcher, ce qui te permet de valoriser un petit peu ton expérience. Et donc, la soirée dure, je ne sais pas, 1h30 et tu vas avoir une centaine de gens qui vont pitcher quasiment, quoi. Même plus que ça dure 2 heures et tu as une centaine de pitchs qui vont défiler, les uns derrière les autres. Et donc, tu as intérêt à être impactant. Parce que forcément, noyé au milieu de 100 pitchs, comment tu veux que les gens se rappellent de toi? Si justement, tu n'es pas capable de créer cette différence. Et donc, moi, j'arrive, j'explique que voilà, le storytelling est un outil formidable pour faire passer des messages, que les gens, c'est ça qu'ils retiennent, ce n'est pas les faits, les chiffres, que c'est justement les émotions véhiculées par les histoires, etc. Et juste après moi, 2-3 places après moi, il y a une avocate qui passe. Une avocate en recouvrement de dettes. Donc déjà, vous sentez le sujet bien technique, bien froid, bien professionnel. Et la nénette, elle a 1 minute pour pitcher. En 15 secondes, elle a flingué l'ambiance. Donc forcément, oui, c'est un petit peu compliqué parce que elle se rend vite compte que ça accroche pas, quoi.
les gens n'ont pas accroché avec ce qu'elle raconte. Alors, attendez, je viens juste de recevoir un mail. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. C'est bizarre quand même. Vas-y. C'est bizarre. Normalement, avec le lien… Alors, attendez, je m'excuse, je vais juste lui répondre. Avec le lien, ça doit marcher. Ou alors… Je m'excuse. Et donc, juste après la soirée des pitchs, il y a un petit apéro, vous savez, un petit vin d'honneur, tout le monde se retrouve, on discute, machin, et tout ça. Et je vois quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me retourne, et c'est l'avocate. Elle vient me voir et puis elle me dit « C'est pas mal ce que tu fais, c'est intéressant, mais en fait, ça ne marche pas avec tout le monde. » Ça, pourquoi tu dis que ça ne marche pas avec tout le monde? Elle me dit « Bah oui, avec moi, ça ne peut pas marcher. » Ah bon? Elle me dit « Mais non, parce que moi, j'ai un métier qui est technique, tu vois, qui est pro, les histoires, non. » Bien sûr que si. Ah bon, et comment je fais? Eh bien, il fallait nous parler de Robert. De qui? Eh bien, de Robert. Et c'est qui Robert? Eh bien, Robert, c'est l'artisan. L'artisan que tu as accompagné, qui était tellement gentil qu'il avait du mal à se faire payer par ses clients, à tel point que quand il rentrait le soir, sa femme l'engueulait en lui disant « Tu t'es pas fait payer, on a M. Dupont qui nous doit encore ça. » Et puis, il y a les créances à la banque qui s'accumulent. Mais toi, parce que tu connais les mots, les tournures, tu sais tout ça, eh bien, tu as pu recréer le dialogue et tu as pu faire en sorte que Robert s'est fait payer. Ah, qu'elle me fait, ok, je vois où tu m'amènes. Et je dis, oui, parce que tu sais ton métier, tout le monde s'en fout des détails techniques. Par contre, ce que tu permets d'accomplir, ça intéresse tout le monde. Parce que tout le monde connaît un Robert ou quelqu'un comme le client de Robert. Donc, le storytelling, il va vous aider non pas à parler de ce que vous faites, mais de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. C'est ça que les gens achètent, toujours. Alors, et Franck et Mar insistent pour se reconnecter à chaque fois. Mais laisse tomber, c'est pas grave. Je t'ai laissé dans la salle d'attente, c'est pas grave. J'étais en train d'écrire ce que tu venais de dire parce que c'était très intéressant. Donc, merci. J'étais à raison. Mais pas en train de me reconnecter. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est pour ça que ce que je veux vous faire passer comme message, c'est ça. C'est que le storytelling est un outil qui va changer votre façon de parler, de penser même. Parce que pour que votre communication soit efficace, il faut que votre pensée le soit. Et donc, il faut changer votre mode de pensée. Alors, c'est ça que j'ai comme ambition ce soir pour vous, c'est de vous faire changer de regard sur tout ça. Alors, je n'ai même pas démarré, hein. En fait, là, on est encore dans l'intro. Hein. Mais pour vous montrer que, voilà, il y a vraiment il y a de la matière à brosser derrière. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le storytelling, déjà, il faut qu'on balaye un certain nombre d'idées reçues. Je vais vous en donner 3. La première des idées reçues, c'est de penser que faire du storytelling, c'est raconter votre histoire. Je sais que si vous regardez sur Internet, dans des vidéos, sur des articles de blog, tout ça, YouTube et compagnie, vous allez toujours trouver plein de gens pour vous dire « Oui, avec le storytelling, vous allez raconter votre histoire. » C'est du bullshit. C'est de la connerie. Pourquoi? Parce que la seule histoire qui intéresse les gens, ce n'est pas la vôtre, c'est la leur. Donc, ce n'est pas votre histoire que vous devez raconter, c'est raconter une histoire dans laquelle vos clients, vos partenaires, vos interlocuteurs vont s'identifier, vont se reconnaître. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, je ne suis pas le roi du bricolage, je ne suis pas MacGyver. J'ai parlé de moi, mais j'ai fait en sorte que vous puissiez vous reconnaître grâce à des références culturelles. On est d'accord que MacGyver, ce n'est quand même pas la clé de la référence culturelle en France. Mais si vous connaissez, ça a forcément créé une connexion avec vous, parce que vous avez vu de quoi je parlais. Donc, même quand vous racontez votre histoire, faites en sorte que les gens puissent s'y retrouver, que les gens puissent s'y reconnaître. Sinon, effectivement, c'est qu'effectivement, comment dirais-je, ça va créer une barrière invisible entre eux et vous, si vous voulez, en quelque sorte. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ils vont se désintéresser
de ce que vous racontez. Ils ne vont pas connecter, ils vont vous oublier. Voilà, Donc, tout simplement. juste, en fait, il faut comprendre la cible à qui on veut s'adresser, c'est ça? Et Alors, en fait, oui, lui donner ses références, ses codes à elle. tout à fait. Il faut comprendre la personne à qui on parle, rester connecté à elle grâce à cette identification que l'on va créer, grâce à des références culturelles, grâce au Voilà. fait qu'on comprend quelles sont ses habitudes, ses besoins, etc. etc. Ok. Donc, ça, c'est la première des idées reçues. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais raconter votre histoire, vous pouvez le faire. Mais moi, j'utilise une image pour ça. J'utilise ce que j'appelle le dilemme de l'iceberg, rapport au Titanic. L'iceberg, c'est 15% de la surface qui est au-dessus de l'eau pour 85% qui est en dessous de l'eau. Eh bien, les 15% au-dessus de l'eau, c'est votre histoire. Les 85% qui sont sous la surface de la mer, c'est l'histoire de vos clients. Donc, si vous ne faites que raconter votre histoire, eh bien, forcément, vous loupez beaucoup de choses. Et les gens qui vous écoutent aussi. La deuxième idée reçue à laquelle on est souvent confronté, c'est que les gens ont la sensation qu'ils ont la possibilité d'en rajouter. C'est un peu comme en cuisine, vous savez, on remet un petit peu d'épices, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, machin. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, c'est bon, je peux en rajouter un petit peu, je peux exagérer, je peux inventer. Attention. Parce que quand vous faites ça, eh bien, comme disait la petite fille dans la pub, tu trahis la confiance que tes parents ils ont mis à l'intérieur de toi, eh bien, tu trahis la confiance que tes clients ils ont mis à l'intérieur de toi. Quand vous faites du storytelling, évidemment, vous jouez avec les émotions. Les gens peuvent accepter l'erreur, mais jamais le mensonge. La première caractéristique d'un storytelling réussi, c'est l'authenticité. Donc, il faut faire très, très attention à ne pas pipoter. N'ayez pas peur. On ne vous demande pas de faire du Marvel ou du Spielberg. Vous pouvez simplement raconter une histoire aussi simple que ça. Et c'est là où on en arrive à la troisième idée reçue, c'est que les gens se disent « Ouais, mais moi, ma vie, elle n'est pas extraordinaire. Ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire. Donc, ça ne va pas inspirer les gens. Je ne suis pas Martin Luther King, je ne suis pas Mère Teresa. Pourquoi est-ce que tu veux que… Voilà, il faut que j'en rajoute, quoi. Parce que vous pensez sincèrement qu'une histoire de pot de fleurs, de clous et de marteaux, c'est inspirant? C'est génial? Non, c'est pas ça qui est génial. C'est la façon dont vous allez la raconter et surtout, quelle morale on va en tirer. Donc, sortez-vous de la tête que faire du storytelling, c'est forcément quelque chose de cher, de compliqué et d'hollywoodien. Non, le storytelling, ça peut être des choses très, très simples du quotidien. Voilà. Il y a une quatrième idée reçue, mais je vous la donnerai après. Alors, maintenant qu'on a fait les idées reçues, qu'est-ce qu'il nous faut comme bons ingrédients? Eh bien, j'ai commencé avec un pot de fleurs, et dans un pot de fleurs, en général, on met des plantes. Et pour ça, on a besoin de graines. Eh bien, pour qu'une graine pousse, il nous faut trois choses. Il nous faut une bonne terre, il nous faut du soleil, et il nous faut de l'eau. Eh bien, pour faire du storytelling, moi aussi, il me faut trois ingrédients. Il me faut une culture. Ça, c'est la terre. Le terreau, c'est la culture. Si vous voulez faire du storytelling, il faut aimer le cinéma, il faut aimer la musique, il faut aimer les chiens, même quand ils aboient. Il faut aimer les histoires dans tout ce qu'elles véhiculent, c'est-à-dire le cinéma, la littérature, le théâtre, la musique, l'opéra. Pourquoi? Parce que vous allez vous nourrir de ces références culturelles. Et c'est grâce à ça que vous pourrez plus facilement connecter avec les gens. C'est mon histoire de MacGyver qui revient, effectivement. Connecter avec les gens, c'est créer des passerelles, c'est créer des ponts entre leur imaginaire et le vôtre, entre leurs références et les vôtres. Donc, la culture, on ne peut pas s'en passer. Si vous voulez que vos écrits, par exemple, ou votre façon de parler matchent, il faut de ça, il faut de la culture. C'est votre terre, c'est votre terreau. Ça va nourrir. Le deuxième élément, deuxième ingrédient, c'est un peu de sociologie. C'est-à-dire qu'il faut observer, il faut écouter les gens. Dans le storytelling, il y a forcément une dimension humaine.
puisqu'on raconte des histoires, mais qui est dans ces histoires? Des gens. Et donc, ça passe par cette observation des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils disent? Une fois, je parlais avec une cliente, on discutait, et je lui disais, mais oui, mais vous les femmes, vous aimez bien, vous vous regardez et tout. Elle dit, mais comment ça, on se regarde? Mais parce que vous êtes là, vous marchez le long d'une vitrine, et inconsciemment, votre regard va se tourner vers la vitrine parce que vous allez y voir votre reflet, et vous aimez bien vous regarder quand même. Elle me dit, mais tu sais ça, mais t'es dans notre tête ou quoi? Je lui fais, bah, écoute, figure-toi que c'est en observant les femmes que je m'en suis rendu compte. Et le soir même, après avoir discuté avec cette cliente, le soir même, je vais faire des courses. Et au moment où je rentre mes courses dans le coffre de ma voiture, je vois une femme qui passe devant la vitrine de la galerie marchande. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme en marchant? Elle se regarde. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça en fait. Faire du storytelling, c'est observer. Observer, regarder, connecter avec les gens. Vous vous asseyez à la terrasse d'un café et vous regardez la vie passer, et je peux vous assurer que là, vous avez des pépites de vie, des tranches de vie, ce que j'appelle moi des tranches de vie qui vont vous inspirer. Une fois, j'étais pareil dans une grande surface, et je vois un mec devant le rayon de lait, le téléphone à la main, mais c'est quel lait que je dois prendre? On a tellement de lait en France que le mec, il ne savait pas demi-écrémé, crémé, entier, telle marque, telle en brique, en bouteille, frais, pas frais, UHT, pasteurisé. Il n'en savait rien, le gars. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vrai, notre vie est tellement compliquée qu'on n'est pas capable de faire des produits simples. Et ça, c'est valable dans nos business aussi aujourd'hui. Dans nos activités, quand on parle de ce qu'on fait, on est toujours compliqué. On n'est jamais simple. Eh bien, repensez à ce gars perdu devant ce rayon de bouteilles de lait et dites-vous, est-ce que mon client, il n'est pas perdu devant mon offre de service ou devant ce que je propose? C'est exactement pareil. Et vous voyez, ça, c'est une scène de la vie de tous les jours. Et comment on pourrait très bien la raconter et faire un lien avec ce que les gens vivent. Ça aussi, c'est du storytelling, bien sûr. Et le troisième ingrédient, après la sociologie et la culture, bien sûr, c'est la psychologie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'observer les gens. Il faut également chercher à les comprendre. Et quand on fait ça, alors on arrive à mettre des mots, des expressions, des émotions derrière des comportements, derrière des attitudes, et on comprend mieux comment les messages peuvent fonctionner. Et c'est là où je fais un lien avec ce que j'appelle les deux mécanismes psychologiques à connaître quand on veut faire du storytelling. Le premier mécanisme, c'est l'identification. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se reconnaître. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans l'histoire que vous racontez, ils ont besoin de se reconnaître. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième mécanisme, c'est la projection positive. C'est-à-dire que dans l'histoire que vous racontez, ils ont envie de se projeter. Donc, je me reconnais parce que ce que tu racontes me fait penser à ma vie ou à quelque chose de ma vie dont peut-être je ne veux plus, que je veux changer. Et tu me parles également de quelque chose que je souhaite obtenir. Eh bien, quand on est dans le domaine marchand ou d'ailleurs non marchand, Tristan, pour toi c'est pareil, même dans le domaine non marchand, puisque tu es dans l'associatif, tu vends quand même quelque chose. Ce que tu vends, ce n'est pas ton produit. Ce que tu vends, c'est une transformation entre cette situation que tu décris où les gens s'identifient et dont ils ne veulent plus, et cette situation que tu décris qui est beaucoup mieux et qu'ils souhaitent obtenir, qui est la projection positive. Cette transformation de cet état 1 vers cet état 2, c'est ça que tu vends et c'est ça que doit exprimer le storytelling. Dit autrement, les gens n'achètent pas ce que tu vends, mais la raison qui fait que tu fais ce que tu fais. Voilà. C'est le pourquoi que les gens achètent, toujours, jamais le quoi. Et le storytelling, il est là pour exprimer le pourquoi. Dans la publication LinkedIn que j'ai faite ce matin pour parler de l'atelier, j'ai dit « Quand vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous devez vous présenter, en général, il n'y a que deux issues possibles. Soit vous dites « Bonjour, je m'appelle Bidule et je fais machin », la personne vous sourit et elle vous oublie au bout de 30 secondes. Soit vous savez qu'il y a deux mécanismes à utiliser pour avoir un message qui soit clair, percutant et mémorable. Eh bien, si tu viens ce soir à l'atelier, les deux mécanismes, je te les donnerai. On s'y retrouve? Voilà, c'est du storytelling
pour vendre un atelier sur le storytelling. C'est du méta-storytelling. Mais c'est pour faire comprendre que, voilà, là, j'ai l'identification et la projection dans ma publication. L'identification, c'est quoi? C'est quand je parle du fait qu'on n'arrive jamais à se présenter de façon percutante. Les gens qui vont se reconnaître là-dedans vont se dire, putain, c'est vrai, à chaque fois que je me présente, en fait, je fais un bide. Identification. Et la projection positive, c'est de dire, non, il y a une autre façon de faire pour rendre ton message clair, percutant et mémorable. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, du coup, c'est ça que je vends, la projection positive. Les gens se disent, ah oui, c'est ça dont j'ai envie. Et en fait, je vends la transformation. Oui, tu parles de mise en abîme, Claude. Effectivement, on peut faire un parallèle avec la mise en abîme, tout à fait. Le but, c'est de sortir les gens de leur quotidien pour les mettre dans autre chose. Voilà. Si vous comprenez ça, les deux mécanismes et l'histoire de la transformation, je peux vous assurer que vous avez déjà fait un pas de géant en storytelling. Alors, le storytelling, c'est comme les échecs. Tu peux apprendre les règles en 2 heures et il te faudra une vie pour maîtriser le jeu. C'est un peu la même chose. Vous avez compris ça, c'est parfait. Maintenant, mettre en pratique va demander forcément du temps, de la régularité, des efforts et écrire, réécrire, réécrire. L'objectif de cet atelier, c'est donc de vous donner des clés pour vous aider à accélérer le processus. Et je vais donc essayer de planter une graine dans votre esprit. Puisque je parle de pot de fleurs depuis le début, je vais essayer de planter une graine. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vu le film Inception? Ouais. Qu'est-ce que c'est une Inception dans le film? Ouais. C'est quoi déjà? Ah, qu'est-ce que c'est Vous avez déjà? Leonardo DiCaprio, non? Voilà, c'est le film de Christopher Nolan, effectivement, avec Leonardo DiCaprio. C'est les rêves. C'est les rêves. Et donc, l'inception, dans le film, c'est arriver à planter une graine, une idée, pardon, dans la tête de quelqu'un, à faire naître une idée dans la tête de quelqu'un. Inception, en latin, ça vient de incipit, qui veut dire démarrer, amorcer. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire naître une idée dans la tête de quelqu'un? Eh bien, parce qu'une fois que l'idée s'y trouve, elle ne disparaît pas. On ne peut pas déconstruire une idée. Vous ne pouvez pas désapprendre quelque chose. Une fois que vous le savez, vous le savez. Vous pouvez décider de ne plus en tenir compte, mais vous ne pouvez pas le désapprendre. Et une idée, vous ne pouvez pas la déconstruire. Éventuellement, elle peut se cacher dans un coin de votre mémoire, mais au gré des rencontres, au gré des situations, au gré des échanges, eh bien, l'idée va ressortir. Et cette idée, vous allez la nourrir, vous allez la faire grandir. Eh bien, c'est ce que je veux faire avec vous, c'est créer une idée, planter une idée. Alors, je m'excuse, j'écris comme un petit chat. Idée, 4 lettres pour 4 notions. La première, l'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? Il y a quelques mois en arrière, mon petit-neveu, Théo, s'approche de moi et il me pose cette question. Vous savez, les gosses, ils ont toujours plein de questions super existentielles à nous poser qui nous mettent toujours mal à l'aise. Et il arrive et il me dit « Pourquoi il pleut ?» Ok, génial. Merci. Démerde-toi avec ça. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, tu es là, tu réfléchis, tu te dis, il faut que tu trouves quelque chose à la fois de simple et d'intelligent, qui soit proche de la vérité, sans être quand même trop complexe à comprendre. Il a 6 ans. Bon. Et tu te dis, ok, bon, bah, tu veux parler d'une sorte de gros nuage avec des gouttes d'eau qui sont prisonnières, puis ça monte, et puis à un moment donné, paf, ça éclate, et puis les gouttes d'eau retombent. Sauf qu'à un moment donné, tu comprends que l'enfant, ce qu'il veut savoir, c'est pas pourquoi en un mot, mais pourquoi en 2 mots. Dans quel but? À quoi ça sert? Et là, forcément, ça change l'histoire. Théo, quand tu as soif, tu demandes à maman de l'eau dans un verre.
Oui. Et bien, le problème, c'est que les plantes, elles ne peuvent pas. Mais comme la nature est bien faite, elle fait tomber la pluie pour donner à boire à tout ce qui vit sur Terre. C'est bien. Et oui, c'est bien. Et on voit du coup que l'histoire racontée n'est plus du tout la même, elle a un sens parce qu'elle a un objectif. Avoir une intention, c'est savoir d'ores et déjà, quand vous commencez à raconter, à quoi doit servir l'histoire, quel est son but, quel est son objectif. Et très souvent, quand on communique, on ne sait pas pour quelle raison on le fait. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui écrivent, mais souvent, quand on pense à l'écrivain, on se dit Dan Brown, il est là derrière son bureau, ou Ernest Hemingway, puis tout d'un coup, il est frappé d'une transe, et puis paf, il écrit. Vous savez, il te pond Da Vinci Code en 2 jours. Non, non, c'est des bêtises. La première chose que fait un romancier, c'est de commencer par la fin. Qu'est-ce que doit raconter son histoire? Et une fois qu'on a compris ça, alors on se dit, quand j'ai une publication à écrire, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Ou en tout cas, qu'est-ce que les gens sont censés faire avec? Est-ce que je dois éduquer, sensibiliser? Est-ce que je dois séduire ou convaincre? Est-ce que je dois motiver, engager? Est-ce que je dois fidéliser, booster, rendre cohérent, regrouper ou au contraire interroger? Bref, quelle est l'action visée par ce que vous allez raconter? Tant que ça n'est pas clair, votre histoire ne le sera jamais. Et quand je dis votre histoire, je ne parle pas forcément de l'histoire storytelling, je parle de communication. Votre message ne sera pas clair. Moi, j'ai coutume de dire à tous mes clients et à tous les gens que j'accompagne, message confus, communication foutue. Peu importe l'argent que vous allez mettre sur vos sites web, sur vos plaquettes, sur votre pitch, sur quoi que ce soit, si votre message n'est pas clair, c'est du temps perdu. Donc, l'intention, c'est qu'est-ce que vous souhaitez transmettre et qu'est-ce que les gens vont faire avec ça. Ça me fait penser, si vous voulez, à… Est-ce qu'on pourrait résumer? Moi, je résume souvent ça avec l'empreinte. Quand vous marchez dans le sable, sur la plage, la seule chose qui restera de vous après votre passage, c'est l'empreinte de vos pas. De votre jambe, de votre pied, de votre jambe, de votre corps, de vous, de vos idées, de ce que vous êtes. Tout ce qui restera, c'est l'empreinte de votre pas. Eh bien, de tout ce que vous allez raconter, qu'est-ce que vous voulez qu'il reste dans la tête des gens? Et même si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'ils en feront? C'est-à-dire, quelle sera leur prochaine action une fois qu'ils ont eu cette intention? Et notre message, il n'est jamais clair, souvent parce que notre intention n'est pas claire. Donc, s'il y a un truc sur lequel il faut vraiment travailler, c'est ça. Après, bien sûr, une fois que vous avez l'intention, alors on peut parler de la trame, on peut parler de l'intrigue, de ce que vous allez raconter, comment vous allez le raconter, les détails, etc. Mais la première chose, c'est ça, c'est l'intention. Alors, si on essaie d'être pratico-pratique, je ne sais pas quelle est votre prochaine communication à faire. Est-ce que c'est un pitch? Est-ce que c'est une publication? Est-ce que c'est un texte que vous devez rédiger pour votre site web? Est-ce que c'est un communiqué de presse? J'en sais rien. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous demandiez quelle sera votre intention pour ce message précis. Qu'est-ce que vous voulez que les gens en fassent? Voilà. C'est ça que vous devez faire. Et vous allez voir que si ça, c'est clair, alors les mots vont venir beaucoup plus facilement. Est-ce que, avant que je passe au deuxième clé, est-ce que là, il y a des questions ou pas? Profitez-en. Pour moi, ça va. Tristan, Claude? Non, ça va non plus. Ok. Prendre des notes, mais… Claude, c'est bon pour toi aussi? Ok. Alors, l'intention, c'est une première chose. On va passer à la deuxième. Si vous voulez que votre storytelling soit percutant, vous allez avoir besoin de détails. Et ça, on a du mal, c'est vrai. Parce que justement,
merci Descartes, on est toujours dans les idées, les concepts, l'abstraction, etc. Et on a l'impression que le détail, les particularités, finalement, ça nous éloigne du sujet. Or, détrompez-vous, c'est vraiment ça que les gens se rappellent, les détails. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font de l'escalade? Un petit peu. Pas du tout, j'ai peur du vide. Alors, Tristan, quand tu fais de l'escalade, normalement, tu as besoin de plein de choses. Un baudrier, des cordes, quelqu'un qui t'assure. Mais surtout, ce dont tu as besoin, c'est de prise dans la roche pour t'accrocher et progresser. Eh bien, ta mémoire, elle a également besoin de prise pour fonctionner. Les prises qu'utilise ta mémoire, ce sont les images qu'elle se crée. Et pour créer des images, ta mémoire a besoin de détails. Et notamment de détails qui soient construits avec les 5 sens. Faisons une expérience. Vous allez fermer les yeux et vous allez m'écouter. On est le matin d'une journée d'été. Vous venez de vous réveiller sans réveil, tranquillement. La maison est très calme, il n'y a pas un bruit. Vous décidez de vous lever, vous mettez les pieds au sol et vous commencez à marcher, vous sortez de la chambre. Vous êtes pieds nus sur le carrelage et c'est vrai, cette sensation est agréable. Vous aimez bien cette fraîcheur sous vos pas quand il fait chaud et quand on marche comme ça, pieds nus sur le carrelage un peu frais du matin. Vous sortez de la chambre, vous voyez le chien dans son panier qui dort dans le couloir. Visiblement, même pour lui, c'est trop tôt, il ouvre un œil mais il referme aussitôt. Vous rentrez dans le salon que vous traversez et à travers les persiennes, vous voyez cette couleur orangée du soleil qui vient de se lever. Il est peut-être 6h30, 7h moins le quart, il est très tôt. Et vous sentez qu'il fait déjà chaud, même qu'il soit tôt. Vous sentez que la journée va être chaude. Ça va être une chaude journée d'été. Vous traversez le salon, vous rentrez dans la cuisine et vous décidez d'aller vous faire couler un café parce que vous aimez bien prendre votre café seul le matin, comme ça, tranquille. Quand il n'y a pas de bruit dans la maison, tout le monde dort, vous vous dites que c'est un moment juste pour vous, où vous pouvez penser à votre journée, ce que vous allez devoir faire, quelles sont les choses importantes, qui vous avez rencontré. Vous saisissez une dosette, vous la mettez dans la machine et vous appuyez sur le bouton, vous faites couler le café. Vous sentez cette odeur si caractéristique du café torréfié, vous portez la tasse à vos lèvres, et vous sentez cette chaleur au creux de vos mains, vous portez la tasse, vous buvez, et il est dégueulasse ce café, il est temps de changer de machine, mince quand même, vous le méritez, what else? Vous pouvez rouvrir vos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit au moment où vous m'avez écouté? Alors, vous avez le droit de dire rien, vous avez le droit de dire rien, hein, mais… Oui, Franck? On a créé des images. Vous avez normalement vu le film se dérouler. C'est ça. Dans votre esprit. Eh bien, c'est exactement ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous voulez que les gens vous comprennent, il faut que vous leur donniez la possibilité de se créer le film de ce que vous êtes en train de leur raconter. Et pour que ce film se crée, vous avez besoin des détails. Et c'est vrai qu'en France, on ne sait pas très bien faire ça. Parce que justement, on essaie plutôt de faire passer des idées. Si vous allez de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, qui est une nation qui s'est construite autour justement de ces histoires, c'est des pionniers qui bougeaient depuis 400 ans qu'ils existent. Les Américains ont toujours été des aventuriers. Nous, on est des inventeurs, eux, c'est des aventuriers. Et ce côté narratif, ils l'ont toujours eu. Parce que justement, ils ont cette culture de l'histoire. Par exemple, ça ne vous parlera peut-être pas, mais chez Xerox, qui fait des photocopieurs, il y a l'artefact, je crois c'est l'erreur, le code d'erreur B52, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un code d'erreur qui vient d'un défaut dans un programme, d'un photocopieur bien précis, etc. Et donc, en fait, à la pause, il y a 2 gars qui discutent et l'un raconte à l'autre le problème qu'il a eu avec ce photocopieur.
Et donc, il va tout lui expliquer, mais pas comme nous, on le ferait. Il va lui dire, oh là là, je suis arrivé chez le client machin, il m'a fait un café, on a commencé à discuter. Et puis, il m'a dit, oh, regardez, il ne marche plus le bazar. Hop, j'ai commencé à démonter. Je ne comprenais rien, vous savez. Alors, je démonte le bazar derrière et tout, machin. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était un code erreur qui m'a fait penser à ça. Tu te rappelles quand on a vu ça chez l'autre, etc., etc. Bref, la discussion dure un quart d'heure. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a fait le tour de la cantine. Et tout le monde a su chez Xerox que l'erreur B52 venait de tel endroit. Mieux que si on avait eu un mémo ou une note de service, parce qu'en France, c'est ce qu'on aurait fait. On aurait fait une note de service pour expliquer que le code erreur vient du machin, du truc, du bidule, alors qu'eux, ils ont passé ça de façon totalement informelle à travers une anecdote et une histoire qu'ils ont racontée. Ce qui fait que tout le monde dans la boîte, tous les techniciens étaient au courant de ce fameux code erreur. Mais ils le savaient à travers l'histoire qu'ils avaient racontée. C'est pour vous expliquer que les détails ont une importance et que c'est justement eux qui renforcent votre discours. Alors que souvent dans la tête des gens, quand on pense histoire et détails, on pense toujours, comment dirais-je, les histoires, les contes pour enfants qu'on raconte aux gosses pour les endormir. La princesse qui tue le chevalier pour sauver le dragon. Enfin, tu remets dans l'autre sens, tu m'as compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours cette sensation que les histoires, c'est pour les enfants, que les détails, voilà, c'est pour créer du film. Alors, tout le monde n'est pas Proust, Claude. C'est vrai, je suis d'accord. On n'a pas tous cette capacité peut-être à avoir de l'emphase dans ce qu'on raconte. Ceci étant, il n'y a pas besoin d'être Proust pour embarquer les gens. Si vous le faites avec votre cœur et avec ce que vous vivez, vous y mettrez de l'émotion et vous verrez que vous serez percutant. Ce qui, du coup, m'amène à la prochaine notion. Mais avant qu'on arrive à la prochaine notion, le parallèle que je veux faire avec votre quotidien, c'est de dire, la prochaine fois que vous devrez communiquer, à l'écrit, à l'oral, pour pitcher, pour faire une publication. Rappelez-vous que ce sont les détails qui vont marquer les gens. Ce sont les détails qui vont les faire connecter avec vous. Quand je vous ai parlé de mon pitch là au début, je vous ai dit il faut du bois de chez Douglas, que c'est une belle couleur orangée, que c'est du bois traité du Canada. Tout ça, je suis sûr que vous allez vous en rappeler. Je ne sais pas si vous vous rappellerez de mon nom ou du nom de ma marque, mais l'histoire des pots de fleurs, vous vous en rappellerez. Parce que c'est détaillé, c'est imagé, et ça va laisser une trace dans votre esprit. Franck, oui. je peux me permettre? Bon, Bien moi, sûr. je me rappellerai de toi. Hein. Bon, on a vécu quelques années, ouais. On a partagé quelques années, donc c'est normal. Ouais. Je reviens sur les détails, les prises et les 500. Ça me fait penser un petit peu au super communicant en PNL. Donc, en fait, chaque prise, il faut le transcrire sur une forme visuelle, une forme auditive. C'est comme ça que tu le vois ou pas? Alors, effectivement, tu parles de PNL. Je ne suis pas du tout coach en PNL, mais je m'y suis un petit peu intéressé. Effectivement, le lien que je vois avec la PNL, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour le cerveau, tout est vrai. Petite astuce en communication, moi je pratique beaucoup la visualisation. Claude, on se connaît puisqu'on prend la parole en public ensemble sur notre club à Montpellier. Et ce que j'explique aux gens que j'accompagne dans ce club, enfin qui sont mes mentorés, comme on dit, et même les autres d'ailleurs, je leur dis toujours, quand tu dois prendre la parole, avant de prendre la parole, visualise-toi en train de le faire. Triche avec ton cerveau. Ton cerveau ne sait pas que ce que tu es en train de visualiser, c'est faux. Pour lui, c'est déjà vrai. Donc, imagine-toi en train de prendre la parole. Imagine-toi en train de dire ce que tu dois dire. Imagine-toi devant le public. Et tu verras que le jour où tu le fais, tu seras beaucoup moins stressé, tu ressentiras beaucoup moins le trac. Il y a une étude américaine qui a été faite sur des basketteurs. Ils ont coupé, alors je ne pourrais plus vous dire le nom de la ville parce que je ne l'ai plus en tête, mais ils ont pris l'équipe, ils l'ont coupée en deux. La moitié, ils les ont fait s'entraîner au lancer franc. L'autre moitié, ils leur ont dit, vous allez méditer et vous allez visualiser en train de faire des lancers francs, mais vous n'en ferez pas.
Ils ont fait ça tous pendant une semaine. Au bout d'une semaine, ils leur ont fait faire un passage de lancer franc. Les deux équipes ont eu les mêmes résultats, alors que la deuxième ne s'était pas entraînée. Vous allez me dire, coup de peau, peut-être le hasard, c'est peut-être la chance. C'est des basketteurs professionnels. Ouais, enfin, le basketteur professionnel, il peut rater son panier. Hein. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez tricher avec votre cerveau. C'est ça que nous apprend la PNL quand elle nous parle de reprogrammation. Et donc, créer des images, effectivement, ça crée des prises et ça connecte. Donc, quelque part, ce n'est pas qu'on reprogramme le cerveau des gens, c'est qu'on leur donne la possibilité de s'accrocher sur des choses qui sont du coup vraies pour le cerveau alors que c'est imaginaire. L'histoire que je vous raconte sur le café, on est bien d'accord que je l'ai inventée. Mais pour votre cerveau, elle est vraie. Vous voulez être imaginé, représenté, et vous allez vous en rappeler. C'est ça qui est fort. Donc, c'est là où les détails sont super importants. Ils permettent vraiment de connecter. Est-ce que ça répond à ta question, Franck? Oui, oui. Moi, je rajouterais quand même l'auditif. Je pense que, parce que justement, je reviens sur la PNL, les super communicants en PNL, ce sont ceux qui s'adaptent en fait au sens principal de leur interlocuteur. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a la partie visualisation, il y a la partie aussi auditive qui peut être intéressante à travailler. Oui, complètement. Quand tu parles à une salle, tu ne peux pas bien sûr spécifiquement t'adresser à une personne. Donc, tu es obligé un peu de varier un petit peu les termes. Voilà, c'est juste pour ça. Tout à fait. Effectivement, il y a les gens qui comprennent en voyant, d'autres en écoutant, d'autres en faisant. On est plus ou moins sensible à des formes de communication. Et dans votre… Alors, tu parles là de parole. Donc, effectivement, encore la parole, c'est une communication à part. Mais si on utilise la communication écrite, si par exemple, je veux vendre une destination voyage, je vais parler du coucher de soleil magnifique, de la mer turquoise, des poissons translucides, multicolores, et là, je m'adresse à un visuel. Oui. Ou alors, je vais parler du ressac des vagues sur le sable. Je vais parler du chant des oiseaux qui vous réveillent le matin. Je vais parler du silence et du vent qui souffle dans les palmes des palmiers. Et là, je m'adresse aux auditifs. Ou alors, je vais parler du sable fin qui glisse entre vos orteils. Je vais parler de la tiédeur, de la chaleur de l'eau quand on se baigne, cette sensation qu'on n'a pas l'impression de rentrer dans l'eau tellement elle est chaude. Et là, je m'adresse au kinesthésique. Donc, vous voyez qu'on peut effectivement changer son vocabulaire pour justement essayer de connecter en utilisant du coup les détails. On ne va pas utiliser effectivement les mêmes détails. Ok, super. Voilà, et tout ça, effectivement, en général, ça va créer quoi? Eh bien, ça va créer évidemment des émotions. Faire du storytelling, c'est créer des émotions pour créer une connexion. Parce que les émotions favorisent elles aussi la mémorisation. Et ça me fait penser à une histoire, encore une. Vous me direz, c'est normal puisqu'on est sur un atelier de storytelling. Si je ne vous racontais pas d'histoire, ce serait quand même assez étrange, n'est-il pas? Mais bon, c'est juste que voilà, ça me fait donc penser à une histoire. Alors, cette histoire, elle se passe aux États-Unis. On est, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, on est le 12 décembre 1915. On est dans le New Jersey, à Hoboken. C'est l'hiver et la nuit promet d'être plus longue que d'habitude, hein, et surtout plus dure. On est au 415 Monroe Street. Nathalie Garavante, qui est une immigrée italienne, est en train de donner naissance à son premier fils et pour tout dire, ça ne se présente pas bien. Ça dure maintenant depuis des heures. La jeune femme souffre,
ne cesse pas de hurler, tellement la douleur est intense. Et finalement, l'enfant naît, mais avec les forceps, il va naître. Il a le côté gauche du visage qui est lacéré, le cou déchiré, l'oreille également, le tympan est perforé. Et d'ailleurs, il ne pleure pas. Il ne bouge même pas. Nathalie est mal en point. Alors, le médecin doit faire un choix. Il met l'enfant de côté, pensant que, de toute façon, ses jours sont déjà comptés. Et il tente de sauver la mère. Parce qu'il se dit qu'elle, c'est peut-être encore possible. Il y a la grand-mère qui est là. Elle est présente, elle assiste à la scène. Alors, elle prend le nourrisson dans ses bras, elle le plonge sous l'eau froide. Et quelques instants plus tard, l'enfant se ressaisit et il pleure. Elle vient de le sauver. Mais sa santé est encore fragile et d'ailleurs, on attendra 6 mois pour le baptiser parce qu'on aura peur qu'il ne tienne pas. Cet enfant, c'est Frank Sinatra. Et sans le savoir, sa grand-mère lui a sauvé la vie. Évidemment, cette histoire, elle est touchante. En vous la racontant, j'ai été ému parce que j'ai vécu cette scène. Je me suis imaginé cette scène. Je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez vue et si je vous ai transmis mon émotion, mais moi, en vous la racontant, j'ai été ému. Eh bien, les émotions sont un vecteur pour faire passer les messages. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que nous nous rappelons des choses à travers les émotions que nous vivons. C'est-à-dire que quand vous vous souvenez de quelque chose, vous y associez souvent un plaisir ou un déplaisir. Et plus cette notion de plaisir ou de déplaisir est intense, plus le souvenir que vous en aurez sera durablement inscrit dans votre mémoire. Et ça me fait penser à une phrase de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous leur avez dit. Ils oublieront même ce que vous leur avez fait. Mais jamais, jamais, ils n'oublieront ce que vous leur avez fait ressentir. » Eh bien, le storytelling, c'est exactement ça. Et si j'ai choisi cette activité comme métier, c'est parce que je suis convaincu que nous sommes des êtres émotionnels et que le storytelling est le meilleur outil pour véhiculer ces émotions et créer du lien avec les gens. Donc, quand vous communiquez, je ne dis pas que vous allez devoir créer de l'émotion. On ne crée pas l'émotion. On la vit et on la transmet. On ne peut pas choisir d'être, on peut choisir d'être drôle ou d'être triste, mais si c'est joué, si c'est mal joué, c'est trahi. Alors, pour le coup, là, Claude me dirait peut-être, il faut avoir fait les cours Florent. Effectivement, quand on voit certaines actrices et certains acteurs, on se dit, ils jouent tellement bien, j'ai l'impression qu'ils vivent le truc. Mais on n'est pas tous capables de ça, je suis d'accord. Par contre, si vous ne trichez pas avec ce que vous ressentez, je peux vous assurer que vous toucherez les gens. Ils le ressentiront. Et c'est pour ça que vous devez choisir vos mots. Les mots véhiculent des émotions. Par exemple, vous devez essayer de bannir le verbe être et le verbe avoir. Ce sont des verbes pauvres qui n'expriment rien. C'est comme les verbes faire ou les verbes aller. Je ne fais pas la cuisine, je cuisine. Je ne fais pas la vaisselle, je lave. Je n'ai pas mal, je souffre. Vous exprimez beaucoup plus de choses quand vous changez votre vocabulaire, quand vous décidez de prendre des mots plus riches. Le français est une langue riche et pourtant, on n'utilise que très peu de mots. Ne dites pas une maison, dites plutôt une vieille bicoque. Ne dites pas une voiture abîmée, dites plutôt une vieille 403 toute rouillée. C'est comme ça que vous allez créer de l'imaginaire, que vous allez créer du lien avec les gens. Parce qu'à travers ces mots, vous dites beaucoup plus que le simple mot. À travers le mot, il y a des références culturelles, il y a du patrimoine, il y a de l'émotion, il y a de l'authenticité, il y a de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui est véhiculée. Donc,
enrichissez votre vocabulaire, changez vos mots pour véhiculer beaucoup plus que simplement l'histoire. Alors, pareil, dans votre prochaine communication, vous serez amené peut-être à jouer de l'émotion. Alors, quelle sera-t-elle? Qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser comme émotion, ou en tout cas de ressentir et de faire ressentir par rapport à l'intention que vous portez, par exemple. Vous voyez comment on peut faire un lien maintenant? Puisque j'ai une intention, je vais choisir peut-être des détails et une anecdote qui vont la servir. Je vais peut-être essayer de trouver une anecdote qui soit liée à une émotion précise parce que je pense que cette émotion va servir mon intention. Si par exemple, je souhaite vous convaincre qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'on n'a jamais idée des conséquences de petites actions qu'on fait aujourd'hui, comme simplement trier ses déchets, n'est-ce pas Tristan? Et de l'impact que ça peut avoir demain, eh bien peut-être que l'histoire de la vie de Frank Sinatra a du sens pour faire passer ça. Comment ce simple geste de cette grand-mère a sauvé la vie d'un des plus grands chanteurs qu'on ait connu. Donc on ne sait jamais les conséquences de nos actes. Il me reste une dernière clé. Alors, elle est souvent liée à la prise de parole en public, mais si on parle de communication, ce dernier E, je veux faire, bien sûr, parler d'éloquence. Si on pitch, si on présente, si on discute, si on échange, et que vous décidez d'utiliser le storytelling pour ça, alors je vais vous donner des dernières astuces, des astuces de storyteller, même si je n'aime pas me définir comme tel, mais je vais vous donner quelques clés supplémentaires. D'abord parce que je ne crois pas au fond et à la forme. J'ai horreur de parler de ça. Et pourtant, en France, on le dit souvent, oui, il y a le fond et la forme. Mais comme on a tendance à privilégier le fond à la forme, eh bien, on en oublie la forme. Or, moi, je préfère parler d'acteur et d'auteur. L'auteur écrit l'histoire, l'acteur la joue. C'est peut-être le fond et la forme. Et les deux sont importants. Vous pouvez avoir la meilleure histoire du monde, si l'acteur ne vaut pas une cacahuète, il va vous la flinguer. Et vous pouvez avoir le meilleur acteur du monde ou la meilleure actrice du monde, si l'histoire ne tient pas la route, il n'en fera rien. Les deux sont nécessaires. C'est pour ça que je préfère parler d'auteur et d'acteur plutôt que de fond et de forme. L'exemple classique, enlevez Leonardo DiCaprio, mettez Steven Seagal à la place et retournez Titanic, on verra si ça obtiendra 10 Oscars. Il va vous flinguer le scénar vite fait, à grands coups de karaté et de coups de pied qui partent dans tous les sens. Et j'ai rien contre Steven Seagal. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que voilà, l'histoire c'est une chose, mais la façon de la raconter c'en est une autre. Par exemple, quand vous parlez, quand vous racontez, quand vous présentez, est-ce que vous pouvez mettre du rythme, accéléré, quand vous voulez montrer qu'il y a de l'action, qu'il y a du mouvement, que ça bouge? Ou au contraire, ralentir, quand vous souhaitez faire comprendre à celui ou à celle qui vous écoute qu'il faut qu'il prête attention, qu'il y a une forme de tension peut-être, de suspense dans ce que vous êtes en train de raconter. Vous pouvez également utiliser les silences. On a beaucoup de mal avec le silence. Je ne sais pas le rapport que vous avez avec le silence, mais il y a des gens qui ne le supportent pas, à tel point que quand il existe, il faut le combler tout de suite. Il faut dire quelque chose, parce qu'on a peur des silences. Pourtant, en communication, le silence est important. Pour deux raisons au moins, minimum. La première, c'est qu'il donne la possibilité à celui qui vous écoute de comprendre. Et la deuxième, c'est qu'il vous donne le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Donc, c'est utile pour tout le monde. Le silence en communication, il a la même importance qu'en musique. Ça crée le rythme aussi.
à ce sujet sur le silence, est-ce que vous saviez que Napoléon, avant chaque bataille, il alignait ses soldats, il pouvait rester silencieux 40 secondes devant eux avant de prendre la parole. 40 secondes. Là, si je fais un blanc de 5 secondes, croyez-moi, vous allez trouver le temps long. Hein. Ben, lui, ça durait 40 secondes. J'ai vu une conférence de Stéphane André qui a créé l'école oratoire à Paris. Il a fait un TEDx, justement, sur la façon de parler. Il démarre son TEDx, il regarde le public et pendant 3 minutes, peut-être pas 3 minutes, mais bien 2 minutes, il ne dit rien. Il regarde les gens. Chaque personne dans la scène. Et là, tu te dis, le gars, il vient faire un TEDx, il n'a que 18 minutes pour parler, il en crame 2 pour ne rien dire. Et justement, ce qu'il explique a tout son sens. Il dit, il faut connecter avec les gens. La communication, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas vous qui calez votre discours ou votre message sur les autres qui écoutent. Non. Ça marche dans les deux sens. Et pour ça, il faut bien avoir le temps de se connecter aux gens. Et même sans rien se dire, on se regarde et on se dit des choses peut-être. Les cerveaux sont en train de se parler et pourtant, il n'y a pas un mot qui est sorti. Parce qu'on va être sensible peut-être au non-verbal, au regard, comment on appelle ça, au visage, etc. Donc, cette notion de silence, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut travailler. Autre point intéressant, la voix, bien sûr. Quand on raconte, on peut faire bouger sa voix, faire nuancer sa voix, plus grave, plus aiguë. Alors, on n'est pas tous outillés, là je l'avoue, moi le premier. Moi j'ai une voix super perchée pour un mec. J'aurais aimé avoir la voix de Barry White, une voix bien grave et suave, mais ça n'est pas possible. Quand je fais ça, j'ai l'air d'un imbécile. Donc, je me contente de ma voix perchée, c'est pas grave. Mais c'est de comprendre que la voix est un très bon outil aussi pour faire passer des émotions, pour donner du sens à ce que vous racontez et donner une ampleur à votre histoire, à votre storytelling. Là, en l'occurrence, on est d'accord, on n'est plus sur de l'écriture, hein, on est donc sur du pitch, on est sur de la présentation. Pour accompagner ça, bien sûr, vous avez également vos gestes, votre posture. Alors là, je m'en excuse, je suis assis, on est en visio et je suis déprimé. Claude qui me connaît, elle sait que je remue pas mal quand je parle. En général, je bouge et je donne vie à ce que je raconte parce que mon corps est un prolongement de l'histoire que je vous raconte. Même s'il faut être ancré au sol lorsqu'on présente et lorsqu'on pitch, vos mains ont le droit de bouger, votre corps aussi. Donc, utilisez ça justement pour renforcer. Est-ce qu'on peut ouvrir le champ des possibles? Est-ce qu'on peut saisir l'opportunité? Est-ce qu'on peut abaisser la pression? Vous voyez, les gestes accompagnent votre parole et renforcent. Après, effectivement, une autre solution sur l'éloquence, ça va être et là, je rejoins ce que tu disais, Claude, tout à l'heure quand tu parlais de Proust, parce que c'est une capacité particulière que nous n'avons pas tous, c'est notre capacité au lâcher-prise pour justement, en étant connecté avec ce qui se passe autour de nous, pouvoir jouer des mots, c'est-à-dire jouer avec le public, improviser, être à l'aise avec le fait que vous ne pourrez pas raconter comme vous avez choisi de raconter. Parce que vous allez devoir vous connecter avec votre public et que c'est peut-être lui qui va vous donner des pistes auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui feront la différence sur votre pitch. Et je reviens sur ce que disait Stéphane André quand il disait qu'il faut être capable de désapprendre ce que vous avez prévu de dire parce que ce n'est pas vous qui dites et le public qui écoute, c'est le public qui vous envoie et votre discours n'est qu'une réponse à ce que le public vous envoie. Alors, quand on en arrive là, on est super fort, je vous l'accorde, mais c'est ce que je trouvais intéressant dans son approche, c'est que ça nous rend plus présents, plus conscients, et ça rendra votre histoire et votre storytelling encore plus fort. Le storyteller ou celui qui fait du storytelling, ce n'est pas quelqu'un qui impose son histoire. L'histoire, elle se co-construit aussi avec les gens à qui vous la destinez.
on en arrive presque au bout de cet atelier. J'ai planté ma graine en quelque sorte. J'ai tenté de planter ma graine, de planter mon idée. Et je vais terminer comme j'ai commencé, avec une histoire. C'est un homme qui se balade dans le quartier de sa ville et au détour d'un chemin, il passe devant une boutique. Et au-dessus de la boutique, il y a écrit « Tout pour réussir sa vie ». Le gars se dit « Génial, je rentre ». Il rentre dans la boutique est vide. Il n'y a rien. Juste un comptoir avec un mec derrière. Le gars s'approche et dit « Bonjour, c'est ici la boutique pour tout pour réussir sa vie ?»« Oui, monsieur, c'est ici. » Ok, et ça marche comment? Eh bien, dites-nous ce que vous voulez et on vous le donne. On l'a. D'accord, mais ça va me coûter cher. Ah non, monsieur, parce qu'ici, c'est offert. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est plus cash and carry, c'est wish and carry. Ok, bon, super. Qu'est-ce qu'il vous faut? Écoutez, là, en ce moment, je suis en pleine réorientation professionnelle. J'aimerais bien un bon boulot. Vous voyez, un boulot intéressant, passionnant. Puis s'il y a moyen de prendre un peu de pognon au passage, ça serait cool aussi. Ok. Et puis, il me faudrait aussi, vous voyez, des collaborateurs qui soient motivés, qui soient impliqués dans l'entreprise, avec moi, qui soient des soutiens pour moi. Et puis, oui, ok, très bien. Et donc, la personne, il est là, et puis il commence à noter. Et puis, il dit, oui, il faudrait aussi puis une hiérarchie, une hiérarchie qui soit valorisante, vous voyez, qui reconnaissent un petit peu le travail que je fais. Oui, oui, bien sûr. Donc, si je résume, monsieur, il vous faut un travail qui soit passionnant et rémunérateur, avec une équipe de collaborateurs premium et une hiérarchie compréhensive et proactive. Ah ben ouais, voilà, ça serait super. Parfait, monsieur, on l'a en stock. Quoi d'autre? Encore? Ah ben oui, encore. Ah ben écoutez, super. Écoutez, si on peut avoir d'autres choses. Alors moi, je suis commercial, donc la technique, tout ça, j'ai. Par contre, vous voyez, ce qui me manque, c'est un peu le charisme. Vous voyez, moi, j'aimerais bien que quand je rentre quelque part, les discussions s'arrêtent, que j'ai toujours le bon mot pour dire au bon moment. Vous voyez, j'envoûte, j'emballe, c'est génial. Vous voyez, je veux qu'on me remarque. Mais bien sûr, monsieur, il n'y a pas de problème. C'est la promo du mois. Alors écoutez, ce que je vais vous donner, c'est culture générale étendue, look d'enfer et sens de la répartie et de l'humour. Super, impeccable, je prends. Ok, quoi d'autre? Écoutez, moi je me connais, hein, avec un job comme ça et ça, le charisme et tout, moi je vais me la donner. Hein. Alors, les soirées, les gueuletons, tout ça, ça va y aller. Donc, il faut m'enlever tous les trucs qui m'emmerdent. Hein. Les triglycérides, le cholestérol, le diabète, tout ça, j'en veux pas. Je vais être peinard. Hein. Oui, mais sans problème, monsieur, on va vous faire ça. Écoutez, ce que je vous propose, moi, on va vous faire un package. Hein. On va vous faire un pack promotionnel. Ce que je vous propose, c'est métabolisme de compétition, récupération rapide, et puis, en bonus, je vous mets sommeil simple et récupérateur. Voilà, vous avez la totale. Ah ben nickel, super, impeccable. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Écoutez, des amis. Ouais, des amis, parce que, vous savez, dans le commerce, les amis, c'est pas toujours évident. Ok, il vous en faut combien? Je sais pas, vous les vendez comment? Nous, on les fait à la botte. À la botte de combien? À la botte de 10. Écoutez, mettez-moi 3 bottes de 10, alors... 20 hommes, 10 femmes, je panacherai à la maison, pas de problème. Mais attention, hein, je veux des amis solides sur qui je peux compter. Hein. Pas les 3000 clampins comme Facebook, là. Hein. Non, des gens qui sont là quand tu déménages. Oui, bien sûr. Donc, 3 bottes de 10, amis premium, sur qui vous pouvez compter. Pas de problème. OK. Ça sera tout? Écoutez, là, on est pas mal quand même. Boulot, santé, charisme, les amis. Ah, si. Peut-être une famille. Vous voyez, je ne sais pas, peut-être une femme, oui, quoi d'autre? Une femme normale, c'est-à-dire, ISO, une femme ISO. Ok, mais comment? Une femme riche, belle, grande, intelligente, fidèle et compréhensive. Ok, pas mal. Et puis, quoi d'autre? Des enfants aussi, combien? Deux enfants.
Et alors, normaux aussi? Bah oui, aussi, c'est-à-dire qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils sont en bonne santé, et puis surtout qu'ils ne me fassent pas chier le soir quand ils rentrent, parce que moi, j'ai besoin de calme. Ok, d'accord, c'est noté. Bon, on a tout là? Ah bah écoutez, pour une première commande, je trouve que c'est pas mal, on ne se connaît pas. Bon, très bien. Alors le gars récapitule. Il dit alors, vous nous avez demandé un travail motivant et rémunérateur, avec une équipe de collaborateurs premium sur qui vous pourrez compter, ainsi qu'une hiérarchie proactive et compréhensive. À ça, vous nous avez demandé, et c'est la promo du mois, nous vous rajoutons un métabolisme d'enfer. Non, pardon, pas le métabolisme. Avant le métabolisme, la promo du mois, c'était le charisme. Donc là-dessus, nous avons ajouté le sens de la répartie et de l'humour. Nous avons complété avec une culture générale étendue et un look d'enfer. Puis, on vous a mis, pour éviter tout désagrément, un métabolisme hyper récupérateur avec une santé de fer et un sommeil rapide et facile. À ça, nous vous rajoutons 30 amis, 3 bots de 10 amis, 20 hommes et 10 femmes, des amis premium, eux également, sur qui vous pourrez compter. Et nous allons vous livrer, en plus de tout ça, une femme ISO, comme vous le dites, qui soit belle, grande, riche, compréhensive et fidèle, ainsi que 2 beaux enfants qui travaillent bien à l'école et qui vous mettront une paix royale le soir quand ils rentreront. Est-ce que monsieur, vous êtes content? Et alors le gars lui dit, écoutez, ouais, impeccable, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, c'est nickel. Et bien le gars lui dit, ne bougez pas, je vais vous chercher tout ça. Et le gars va dans l'arrière-boutique. Et alors l'autre, il est là, il est derrière, il attend. C'est pas mal quand même, en plus c'est gratuit. Et le gars, au bout de 5 minutes, revient avec un petit sac de jute. Et il demande au client, il dit, tendez la main. Alors le mec, il tend la main. Et à ce moment-là, il lui verse 3 petites graines dans la main. Alors le mec, il regarde, il dit, mais c'est quoi cette merde? Non mais attendez, c'est pas ce que j'ai commandé là. Ah si, monsieur, tout est là, je vous promets. Et non mais attendez, non, mais là, dans tout ce que je vous ai demandé, il y a des trucs, c'est beaucoup plus gros que ça, c'est pas possible. Là, il y a une erreur sur la commande, c'est pas possible. Ah mais attendez, monsieur, ici, c'est la boutique de tout pour réussir sa vie. Nous, on vous donne les graines. Après, pour ce qui est de les faire pousser, ça vous regarde. Terminé. C'est la même chose pour vous. Je vous ai donné les graines. Maintenant, c'est à vous de les faire pousser, de les arroser et d'utiliser tout ça pour faire votre storytelling. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, bien sûr, et j'imagine que vous avez peut-être des remarques, des questions, des critiques. Et maintenant, c'est à vous de vous exprimer et de me partager tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ceci? Alors moi, juste un truc, c'est les idées reçues numéro 4. Tu nous as oublié. Ah, l'idée reçue numéro 4. Bien vu, Franck. Effectivement. 3. Non, en fait, j'ai donné 3 idées reçues. Je vous ai dit, il y en a une 4e, mais je vous la donnerai après. Effectivement. La 4e idée reçue, c'est laquelle? Je ne suis pas bon en français, donc je ne pourrai pas raconter. Et très souvent, ce que je constate, c'est que effectivement, les gens qui n'ont pas été bons en français à l'école sont les premiers à me dire qu'ils ne savent pas s'exprimer à l'écrit. Et c'est souvent une fausse croyance, parce qu'on se dit que si on n'est pas bon en français, alors on ne saura pas raconter, on ne saura pas communiquer, et c'est une erreur. Et moi, ce que je leur enseigne à ce moment-là, c'est que je leur dis, on se moque de la grammaire et de l'orthographe, ça viendra après. Sors ce que tu as à sortir, raconte-moi ce que tu veux me raconter, on s'occupera de la forme ensuite, ce n'est pas important. Bien joué, Franck. Franck, ça t'ennuie de récapituler les 3 premières idées reçues parce que j'en ai loupé une. Les 3 idées reçues, la première, c'est que raconter ton histoire n'est pas faire du storytelling, avec l'histoire de l'iceberg, le dilemme de l'iceberg. La deuxième idée reçue, c'est le fait que mentir n'est pas trahir finalement, que je peux travestir la vérité, je peux épicer davantage, voire carrément inventer, c'est pas grave. Si, c'est grave. Et la 3e idée reçue, c'est le fait de dire que je ne suis pas assez bien, pas assez important, pas assez célèbre, pas assez plein de choses pour pouvoir raconter. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on ressent parce que quand on cherche des exemples de storytelling sur Internet, évidemment, on ne va vous montrer que des grandes marques.
On va vous parler d'Apple, on va vous parler de Nike, on va vous parler de Michel et Augustin, on va vous parler de, que sais-je, de toutes ces grandes marques. Et alors, c'est intéressant parce que ça donne des exemples concrets, mais je trouve que le revers de la médaille, c'est que ça vous éloigne du storytelling parce que vous vous dites « mais attends, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas les moyens de Apple ou de Nike. » Alors que c'est faux. Le storytelling, évidemment que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire du storytelling. Et les TPE encore plus, parce que leurs histoires sont encore plus singulières à raconter. Ok, bien, merci. Vous ai-je cloué? Tristan, Moi, quel est ton feedback? Je me rends compte finalement qu'il y a pas mal de… Vu que tous les projets, notamment celui dans lequel je suis aujourd'hui, je les ai fait sortir de terre un peu de rien, surtout d'émotions finalement, de spontanéité, d'envie personnelle, de valeurs, de choses qui m'ont façonné dans mon éducation, dans mon enfance, etc. Ce qui fait que je me rends compte que tous ces outils-là me parlent énormément comme s'ils étaient déjà tous présents, mais que j'avais besoin d'apprendre à m'en servir. Donc en gros, j'ai la batterie, mais je n'ai pas les baguettes, quoi. Et donc, il y a plein d'éléments qui résonnent beaucoup. Et je me rends compte que ça fait lien directement avec mon quotidien, où je ne parle pas d'un produit, je parle de pourquoi je me lève le matin et pourquoi j'ai donné le nom, ce nom-là à mon association et en quoi ça résonne, ça fait vibrer ce que je fais au quotidien, en fait. C'est simplement qu'à des endroits, justement, moi, personnellement, je peux être un peu trop pris par les émotions, un peu trop avide de raconter et du coup, je peux me perdre. Donc, c'est se trouver cet équilibre comme dans la justesse, en fait, dans la partie. Et c'est là où l'intention va te servir. C'est Ouais. qu'à chaque fois que tu vas devoir communiquer, tu devras toujours te demander quelle est ton intention. Sur un précédent atelier que j'avais animé l'année dernière, une personne m'avait dit, en fait, ça vient comme une gymnastique. Et je lui ai dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me pose plus la question de savoir qu'est-ce que je veux dire. C'est inconscient. C'est-à-dire que quand je dois prendre la parole, quand je dois communiquer quelque chose, inconsciemment, je pense déjà à qu'est-ce que les gens vont faire avec. Et ça conditionne du coup le message. Ça va conditionner, en fait, ça va conditionner davantage, non pas ce que je vais dire, mais davantage ce que je ne dirai pas. Oui, bien sûr. Et ça fait penser à une très belle phrase de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. » Et dans notre communication, très souvent, on a tendance à en faire trop. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Or, l'intérêt, c'est justement d'enlever tout ce qui peut l'être pour arriver exclusivement à l'intention. Voilà. Et une fois que tu as compris ça, c'est beaucoup plus facile après. Bien sûr. Exemple concret, justement, dans la vie de tous les jours où j'ai pu faire un peu de cuisine et notamment, j'ai eu la chance de croiser Monsieur Gagnère lors de, bref, de grandes histoires, de beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de passion à faire ça. Et qui racontait que, en fait, qui peut le plus, peut le moins. Donc finalement, dans son assiette, le but, c'est pas de faire une ribambelle de choses chères et brillantes, c'est d'arriver à ce qu'on souhaite transmettre simplement, en fait. Et justement, de rajouter des choses, elles ont beau être chères, belles et goûteuses, on perd l'essentiel au cœur. Et c'est vrai que c'est un message qui m'avait marqué. Et effectivement, qui peut le plus, peut le moins, c'est quelque chose qui résonne assez souvent et je trouve ça très juste. Donc, ça se transmet à peu près partout, ça se passe dans tous les domaines, je pense. Bien sûr, oui, il y a des passerelles, des parallèles qui sont évidemment qu'on peut connecter avec plusieurs domaines d'activité. Tout à fait. Ok, super, merci Tristan pour ce feedback. Avec plaisir. Alors Claude, toi tu as fait un replay Netflix en visio et en présentiel du coup. Quel retour tu as par rapport à la première fois du coup? Alors j'ai essayé de changer un peu, il y a eu quelques exemples différents, mais c'est vrai que le gros était… Me demande pas de faire le jeu des 7 différences, je n'y arriverai pas. Non, mais en fait, même si je me souvenais de certaines choses, au fur et à mesure, enfin voilà, ça m'a tout autant intéressée. Et effectivement, je n'avais pas suffisamment prêté attention à l'intention. Et
enfin, voilà, pour moi, c'est c'est effectivement le point clé que je retiendrai, parce que le reste, je ne vais pas dire que c'est évident et que c'est acquis, hein, mais ce n'est pas du tout ça. Mais disons que c'est quelque chose qu'on fait peut-être de façon plus intuitive. Par contre, réfléchir à l'intention, Oui. voilà, moi, c'est vraiment mon point clé, quoi. Mais sincèrement, hein, quand tu prends conscience de ça, je peux t'assurer que tu communiques plus du tout de la même façon. Parce que ça va t'aider dans tes choix. Ça va t'aider dans ton message. Parce qu'automatiquement, tu te dis, je veux faire passer ce message-là précisément. Et donc, automatiquement, tu vas dire, non, ça va rendre les choses floues, ça va compliquer les choses. Non, voilà, ça renforce, oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans la bonne direction. Ça permet de se focaliser Exactement. sur… Voilà. Exactement. Alors, deuxième chose que je dirais par rapport à la première fois, c'est que j'avais pris plein de notes comme ça, pas forcément très organisées, et j'avais pas utilisé ta petite feuille là. Ah oui, le support que j'avais imprimé, exact. De ton support. Et là, j'ai utilisé, et je pense que du coup, les choses sont beaucoup plus claires parce qu'elles sont organisées et structurées. Ok, super. Donc, voilà. Donc, j'ai bien fait de redoubler finalement. Mais c'est bien le redoublement. Tu sais, il n'y a qu'en France, les écoles, on dit redoublement, c'est pas bien. On fait passer tous les enfants. Mais non, le redoublement, ça peut être très, très bien. Effectivement. Et je l'ai écouté complètement différemment. Ok, super, nickel. Et il ne reste qu'à mettre en pratique, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, ça, effectivement, je ne veux pas dire la partie la plus difficile. Moi, je trouve que c'est la partie la plus intéressante, la plus plaisante, c'est de mettre en pratique. Par contre, effectivement, ça peut être la partie la plus astreignante parce que écrire nécessite de réécrire, ça nécessite du temps, des efforts. Moi, je dis souvent, je ne veux pas vous décourager en disant ça, mais je dis qu'écrire est ingrat. Parce que on recommence, on remet sur le métier à chaque fois son ouvrage et effectivement, on n'est jamais content, mais je peux vous assurer que si les déclics se font dans votre cerveau, vous allez voir que ça va changer du tout au tout. Je travaille actuellement avec une personne, on a fait un entretien ensemble, où on a travaillé sur l'identité de marque, c'est-à-dire ce qu'il cherche à faire véhiculer comme vision, comme mission, comme valeur, et comment le storytelling l'aide par rapport à ça. Il m'a dit, c'est phénoménal, je me rends compte déjà du changement sur ma façon de présenter mon activité, ça n'a plus rien à voir. Il me dit, et je me rends compte que j'ai plus du tout la même écoute chez les gens. Et c'est pour ça que je vous dis, quand le déclic se fait, je peux vous assurer qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est mathématique. Ok, merci Claude. Super. C'est toi, merci. Hein. Franck, qu'est-ce que tu veux nous faire un retour, un feedback? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend. Alors oui, bon, moi je suis dans la com un petit peu déjà, donc je retrouve quelques concepts, hein, bien entendu. J'avoue que moi je suis en plein changement professionnel. Et du coup, c'est pas évident de s'appliquer ses propres concepts sur lesquels on travaille. On a l'habitude de travailler pour les autres, en fait. Et c'est pour ça que je suis venu te voir. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que, par exemple, pour chercher du travail, aujourd'hui, les nouvelles méthodes, notamment quand tu es dans la communication, il faut savoir se vendre différemment. Et le storytelling peut faire partie de ces méthodes-là. Voilà. Donc, c'était très intéressant. Merci, merci, merci. Ça me fait, tu vois, et je rebondis sur ce que tu me dis, parce que ça me fait penser à une anecdote d'une personne que j'ai eue en accompagnement. Alors, je vais vous raconter l'histoire, évidemment. J'allais, à l'époque, avant Covid, je participais à des soirées OVS, donc on va sortir, et notamment des sorties billard au BCM à Montpellier. Et donc, je joue avec un gars, qui a une cinquantaine d'années, un peu plus. Et on commence à discuter, tout ça, je plaisante, je taquine, et puis il me dit, mais tu bosses dans quoi et tout? Et alors du coup, je lui dis, je fais du storytelling, et je raconte des histoires, et ah, mais c'est pas mal et tout, il faudrait que, tu pourrais bosser, il faudrait que je te demande d'intervenir dans le lycée, je suis proviseur. Et en fait, le gars était proviseur du lycée Jean Monnet, à Montpellier. Et donc, du coup, je suis intervenu pour des BTS Com sur un temps, et puis il me dit, mais en fait, il faudrait que tu bosses avec moi aussi.
Je dis, c'est-à-dire, il me dit, ben là, j'arrive en fin de mutation, je vais devoir changer de poste, et je vais avoir un entretien. Et j'ai besoin d'être coaché pour me vendre, pour avoir la mutation que je veux avoir. Et donc, on a fait deux entretiens où on a travaillé justement sur sa façon de se vendre, comme tu dirais, Franck. Et oui, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans ce lycée à Jean Monnet? Et donc, il me dit, ben, j'ai recadré ceci, j'ai recadré cela, notamment, par exemple, la sécurité. Quand il est arrivé, ça partait un peu en sucette. Il me dit, j'ai recadré la sécurité. J'ai dit, mais c'est-à-dire comment? Et donc là, en fait, je l'ai fait accoucher. Moi, je dis souvent que je suis une sage-femme. Je l'ai fait accoucher d'anecdotes qu'il m'a racontées. Je lui ai dit, ben, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu racontes à ton recteur. Il faut que tu lui dises qu'avant que tu arrives, les jeunes, ils arrivaient à faire le mur facilement à tel endroit parce que c'était pas sécurisé, machin et truc. Et que toi, quand tu es arrivé, tu as réussi à mettre ça, tel pro. Mais tu le racontes à travers l'anecdote. Il me dit, mais quand même, tu crois que je peux raconter comme ça une histoire pendant un entretien? Ton recteur, il est certainement papa ou maman d'enfant. Et il serait ravi d'apprendre que le proviseur du lycée de son fils ou de sa fille, il a fait ça, ça, ça et ça. Et en fait, dans son entretien de mutation, il a bien sûr parlé de ses compétences, mais à chaque fois qu'il a énoncé une compétence, il a donné une anecdote ou un exemple qui illustrait comment cette compétence s'est mise en œuvre. Et on s'est reparlé 3-4 mois après. Il a eu sa mutation. Aujourd'hui, il est proviseur sur un lycée dans le Nord. Et il avait 3-4 régions qu'il avait choisies et il a eu une mutation dans une des régions choisies, donc il est content. Après, je ne dis pas que c'est grâce à moi. Je suis d'accord avec toi, Claude, effectivement. On vend davantage ses compétences que soi-même, parce que sinon, ça renvoie une piètre image de soi si on n'est pas pris. Et ça a un impact sur sa confiance. On est tout à fait d'accord. Non, mais c'est important de le dire comme ça. Complètement, mais tu as raison. Et en plus, ça permet, non, c'est même pas une question d'image de soi, c'est que ça permet de détacher ses compétences de soi et d'être moins impliqué émotionnellement, puisqu'on parle de quelque chose qui est extérieur, qui nous appartient, mais qui est quand même extérieur. Ça évite le sentiment de rejet, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve important de le formuler comme ça. Mais tu as raison, Claude, c'est vrai. Au même titre qu'il faut faire la distinction entre l'entrepreneur et son projet. Ce n'est pas parce que le projet échoue que l'entrepreneur échoue. L'entrepreneur apprend des échecs. Et c'est important de distinguer les deux. Et juste pour finir l'histoire, Jean-Michel, puisque c'est son prénom, m'a dit j'ai pris conscience de l'impact des histoires et des anecdotes pour arriver à se valoriser et pour arriver à vendre ses compétences. Donc, même dans la recherche d'emploi, il y a des façons de parler de soi et de ce qu'on est capable de faire pour donner envie aux gens de se projeter avec vous. J'ai envie de bosser avec ce type ou avec cette nana. Parce que ce qu'il m'a raconté, ça m'a donné envie de me projeter avec lui ou avec elle. C'est la même chose. Oui, c'est faire un contact, un lien émotionnel avec… Oui, complètement. Tu crées une passerelle. Tu crées un lien, tu crées une passerelle. J'ai une amie qui m'a dit, mais en fait, quand on parlait, je ne sais plus de quoi on parlait, de vie privée, hein, on parlait de relations, tout ça et tout. Je dis, mais même quand tu parles de vie privée, tu fais du storytelling. Mais je lui dis, mais parce que ça me semble tellement puissant pour arriver à faire passer un message que je n'en ai même plus conscience aujourd'hui que j'utilise. Ça devient naturel. Comme j'ai dit, il m'a fallu 20 ans pour trouver un job. Aujourd'hui, raconter des histoires, j'en ai fait un métier, mais c'était quelque chose qui me passionnait bien avant. Ok, super. Bon, en tout cas, moi, j'ai été ravie de partager ça avec vous. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur, même si c'était gratuit, Franck, comme on disait, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, mais j'espère que vous y avez trouvé de la valeur, en tout cas. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais couper l'enregistrement. Vous recevrez de toute façon